Bonjour à tous. Je ne sais pas si je vais répondre à cette question, malgré les attentes d'Aymeric. Effectivement, on a parlé plusieurs fois de prise en charge multidisciplinaire, polydisciplinaire, avec les ingrédients d'une décision appropriée. On a parlé du SINS, du score de stabilité, de la radiosensibilité des tumeurs, des critères cliniques, des complications du traitement, du terrain du patient. Et dans ce papier, on voit effectivement une situation idéale dans une énorme structure, une énorme institution où toutes les spécialités sont disponibles, où les RCP sont faciles à organiser. Et ils ont tenté de nous donner une recette avant, pendant et après la décision, et éventuellement l'existence d'une compression médulaire avec tous les acteurs qui interviennent. Et ça, c'est la théorie dans la pratique quotidienne, et c'est de ça dont je vais parler dans mon topo. C'est pas toujours si facile et c'est souvent optimisable. On a Igor, tu viens de nous montrer une figure, j'en montre une autre, hein, des arbres décisionnels, et il y en a plein dans la littérature qui sont magnifiques. Et ça, c'est magnifique en théorie. Est-ce que c'est comme ça toute la semaine, la nuit, en garde, le week-end, et dans toutes nos maisons, petites ou grandes, près de ou pas de grandes métropoles où il y a tous les équipements? Ce n'est pas certain. Il y a plus de 20 ans, un radiothérapeute qui était hollandais, qui d'ailleurs maintenant est venu travailler en France à Curie, avait publié, ce qui nous avait donné l'idée de faire ce papier sur le pic du vendredi, un papier qui s'appelait Always on Friday, c'est-à-dire que c'était un radiothérapeute, mais on pouvait parfaitement faire une analogie avec notre situation de chirurgien. Il avait constaté qu'il y avait toujours un pic d'arrivée des compressions médulaires métastasiques le vendredi soir dans son institution. Et à côté du côté on va dire anecdotique du truc qui nous fait lever les yeux au ciel le vendredi soir, ça démontait toute la dysfonction de toute une filière qui amenait un patient à arriver un vendredi alors qu'il pouvait arriver de façon beaucoup plus efficace pour sa prise en charge à des moments plus faciles pour organiser. Et une de ses assistantes, 20 ans après, a repris, malgré tous les progrès des augmentations de la qualité de vie et des augmentations de la prise en charge globale du cancer, a fait une lettre dans Radiotherapy and Oncology pour constater que les choses n'avaient pas changé. Il y avait toujours un pic et une dégradation de la prise en charge des patients qui arrivaient en urgence plutôt que de façon programmée. Un autre papier, il y a 20 ans, on va voir si ça a changé, avait écrit, c'était un papier de chirurgien qui faisait une espèce de supplique pour les autres acteurs en disant n'attendez pas le niveau sensitif, écoutez les symptômes du patient, demandez un avis chirurgical même s'il n'y a pas un déficit neurologique, mais juste sur une image, et n'attendez pas que le niveau s'installe parce qu'après, comme Aymeric l'a dit en ouverture, ce sera trop tard. Don't wait for sensory level. Du vécu, j'avais fait cette diapo il y a quelques années, elle est toujours vivante, c'était le vendredi soir, hein. Vous avez l'appel d'une interne d'oncologie quelque part dans la région toulousaine ou qui s'appelle Amélie, et ok, moi je lui dis, j'attendais ton appel, j'étais inquiet que tu m'appelles pas, alors ça la surprend, dit pourquoi? Alors je dis oui, on est vendredi soir, j'ai toujours pas été contacté par un oncologue au sujet d'une compression, donc c'est pas normal, ça suit pas le pattern habituel du planning de la semaine. Comment vous avez deviné? Alors je dis, me dis rien, un patient de 75 ans, il a un néo-pulmonaire, il est chaud depuis 15 jours, et puis tout allait bien, puis subitement, aujourd'hui, vendredi, il bouge plus les jambes. On dit, ah ouais, c'est vrai, il a 87 ans, il est sous Plavix, mais sinon c'est pas ça. Et il y a quoi sur l'IRM? Et l'IRM, elle est en panne, mais il a une scintille qui date de 3 mois, et tout ça, et bon, évidemment, elle m'appelle à 18h. Donc ça, c'est ce qu'on vit tous, et ça nous fait rire. Et nous, alors, en tant que neurochirurgien ou chirurgien du rachis, on peut alterner une semaine, c'est la compression médulaire, l'autre semaine, c'est le syndrome de la queue de cheval, qui a un rhumato depuis 2 semaines et puis qui arrive subitement le vendredi, ne pisse plus. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on prenne des décisions à 18h avec un bloc qui est fermé, une équipe de garde, une IRM, le radiologue, il a peut-être envie de partir, qui n'est peut-être pas ouverte H24 ou facilement utilisable H24. Et on prend des décisions tout seul, sans le dossier du malade, alors que beaucoup de ces patients, vous le verrez, étaient connus avant. Donc dans la vraie vie, il y a des choses qui sont bien gérées. Un homme de 65 ans qui a une néoplasie, qui a été vu en RCP, on a pris une décision, et ça se passe pas trop mal, Igor vient de nous le montrer. Il y a des choses qui sont tristes et inévitables. C'est la mamie qui vit au fin fond de l'Ariège, nous, je parle de Toulouse par habitude, de ma vie d'avant, mais l'Ariège ou de l'Aveyron, et qui a un chou-fleur dans le sein, qui ne le montre à personne, et certainement pas son médecin traitant, et puis qui arrive un jour, et elle apprend en même temps qu'elle est paraplégique, qu'elle a un cancer et qu'elle a une méta, et que malheureusement ça on ne pourra jamais l'enlever, il y aura toujours ça dans la vie. Mais par contre ce qui n'est pas acceptable, c'est un homme de 50 ans qui a un néo-suivi, dont le néo a été vu dans une RCP d'organes, ça a été discuté par un big dog d'urologie ou de pneumologie, sans qu'un avis chirurgical ait été pris alors qu'on savait qu'il y avait une image sur une vertèbre, et qui arrive un vendredi soir avec un frankel inacceptable, et ça c'est, vous le verrez, un pourcentage non négligeable des patients sur une étude qu'on a fait récemment avec les 2 grandes cliniques de neurochirurgie toulousaine. Donc justement, on a fait ce papier-là avec certains complices qui sont dans la salle, et puis avec l'aide d'Igor et puis d'Aymeric. 500, c'est juste pour vous montrer, on avait repris
plus de 500 patients pendant plusieurs années entre la clinique des Cèdres et de l'Union. À Toulouse, il y a 2 cliniques qui font de la neurochirurgie H24. Déjà, ça c'est juste pour vous montrer, ça fait plutôt pitié qu'autre chose. 40% des patients arrivent en urgence avec une compression médulaire, enfin, de total de la série arrive le vendredi. Et c'est quand même un problème, ça montre quand même que ça ne marche pas très bien l'organisation des soins malgré tout l'argent qu'on injecte dedans. Et je vous remonte ce qui, moi, me semble inacceptable. Ça, c'est des patients qui n'étaient pas connus d'avoir une métastase, donc elle est révélatrice pour les 323 patients sur les 533 qui étaient là, 323 en urgence. Ce qui est inacceptable, ce n'est pas celui qui avait un cancer connu mais une métastase pas connue avant son hospitalisation en urgence. C'est celui qui avait une métastase connue et qui arrive avec un déficit neurologique en urgence. Et parmi ça représente 70% des métastases connues. Et chez ces patients-là, il y en avait un tout petit nombre qui avaient eu un avis chirurgical alors qu'on savait qu'ils avaient une métastase. Et ça, c'est pas très acceptable et c'est là où on peut faire des progrès. Bon, évidemment, sans surprise, ceux qui arrivent en urgence, ils vont moins bien, on les opère plus tôt, ils ont plus de décompression que de chirurgie instrumentée. Je passe rapidement parce que c'était plutôt sur le côté sociologique que je voulais montrer l'organisationnel plutôt que vraiment des résultats. Mais voilà, on avait fait un peu de statistiques avec Émeric, avec une survie globale qui est moins bonne pour les patients en urgence. On peut le comprendre de façon assez intuitive. Et les facteurs de survie, avec un contact tardif avec un chirurgien du rachis sur la multivariée, et puis d'être opéré en urgence, bien sûr. Mais bon, il y avait voilà. Donc on avait fait ce diagramme alluvial quand même pour vous montrer que finalement, on a quand même une partie importante de patients qui arrivent avec des métastases connues en urgence, avec un déficit neurologique. Et même s'il y a un gros pic du vendredi, ça se diffuse quand même sur tous les jours, bien sûr. C'est connu, ce retard à la prise en charge des patients, ça a été étudié, ça peut aller jusqu'à près de 3 mois entre la chirurgie et la détermination d'une image ou d'un symptôme. Dans ces travaux de Van Tol, qui a fait toute une série de papiers extrêmement importants sur l'organisationnel des réseaux de prise en charge des patients métastatiques. On a des tas de diagrammes, c'est pas pour autant que ça fonctionne. Et pourtant, lorsqu'il y a une RCP dédiée, ça c'est l'exemple d'un papier qu'avait fait Fayed Zahiri à Lille, quand il était au CHU de Lille, l'avènement d'une métastase spécifique, d'une RCP spécifique de métastase, a fait chuter leur recrutement en urgence par la gestion des patients en amont et des acteurs bien informés. Nous, c'est sur Toulouse, c'est avec le temps, pas de métastase, pas d'organisation correcte sur les années en tout cas qui avaient été étudiées, augmentation en proportion des patients en urgence, qui pour moi est un signe indirect, un marqueur de dysfonctionnement de tout le réseau. Et ça a été retrouvé dans d'autres papiers, ça c'est au Japon, pareil, le fait ils avaient monté une RCP spécifique à la métastase, c'est déjà une RCP tumeur osseuse, c'est déjà bien, mais dans une RCP spécifique à la métastase vertébrale, baisser la prise en charge des patients en urgence. Donc, ok, des RCP dédiés au rachis métastatique, c'est rare, des boards organisés par organes primitifs, sans chirurgien du rachis, on ne peut pas être partout sur toute la région, dans tous les boards d'organes. C'est déjà une bonne alternative quand il y a une tumeur osseuse, mais qu'est-ce qu'on fait pendant l'urgence? Alors moi, j'ai une co-autrice qui travaille à Marseille de notre papier, a dit que ma RCP de métastase, c'est le 06 du professeur Fuentes, mais c'est pas de Calipalmet, c'est pas forcément la solution la plus simple, mais heureusement, on a effectivement WhatsApp pour organiser des choses en urgence. Mais si le patient a été mal géré en amont, ça amène une dégradation de sa prise en charge et de sa qualité de vie. Et de plus, lorsqu'on a eu la chance d'avoir une tumor board, ça c'est juste une incise, il a été montré dans la littérature qu'il y a quand même des limites. Si vous avez un patron qui a une grande gueule, les dossiers ne sont pas forcément toujours discutés de façon adaptée. Qu'est-ce qu'on fait quand la RCP, il n'y a pas de chirurgien dedans? Il y a un aspect organisationnel. C'est sûr que maintenant, avec la post-Covid, on a des possibilités de faire des zooms. Le IRCP est sans doute un avenir, mais elle n'est pas forcément fonctionnelle dans toutes les régions. Ce sera très intéressant d'avoir des retours de toute la salle pour savoir comment vous vous organisez. Il faut faire des micro-adaptations et surtout, comment gérer les personnalités prépondérantes, comment gérer les urgences, c'est le plus gros problème. Ce papier-là, évidemment, c'est un papier de l'équipe de Benzel, donc c'est une RCP 100% virtuelle. Ils font des démonstrations, ça marche, mais c'est un énorme centre de chirurgie du rachis. Il y a tous les acteurs disponibles. Et encore une fois, on revient sur une prise en charge théorique qui n'est pas adaptable partout dans un petit centre ou dans une clinique privée où il faut multiplier les grands écarts technologiques et l'information des différents acteurs. Il y a 20 ans, Galasco, qui est un chirurgien orthopédiste, faisait un constat brutal. On a raté l'enseignement de ce que c'est l'instabilité à nos correspondants oncologues et radiothérapeutes. Il faisait des hypothèses. Il disait peut-être que... C'était il y a 20 ans, Igor.
les connaissances actualisées des oncologues, des thérapeutes sur la chirurgie rachidienne et l'instabilité ne sont pas très bonnes. Peut-être que les articles qu'on fait dans les revues généralistes, ils sont rejetés parce que les reviewers et les éditeurs n'ont pas bien compris que quelque chose qui semble spécialisé comme l'instabilité, en fait, c'est absolument indispensable notion pour gérer des métastases vertébrales. Et peut-être d'un autre côté que les oncologues et radiothérapeutes ne lisent pas les revues chirurgicales, qui sont peut-être trop spécifiques. Et puis peut-être que dans la formation initiale des oncologues ou des radiothérapeutes et des autres acteurs, on ne parle pas trop d'instabilité. Et peut-être que dans les manuels et les monographies qui datent un peu, maintenant on ne se sert plus tellement de manuels, mais en papier, mais en tout cas, ça manque peut-être de parler des scores d'instabilité. Et puis peut-être aussi, il n'y a pas de raison de taper que sur la filière oncologique, il y a peut-être aussi un problème de formation chez des chirurgiens qui voient soit de tout métal, soit le tout laminectomie, sans considérer l'instabilité. Heureusement, Galasco était un peu pas prophète dans son pays, parce qu'il y a quand même des papiers dans des grandes revues généralistes, comme quand même New England, c'est pas mal comme grande revue généraliste, où justement il y a eu ces mises au point. Bon, ça dure 2 pages, mais au moins on insiste beaucoup sur la stabilisation, et pas juste sur une décompression et sur la filière du patient. Mais je pointe quand même notre papier, parce qu'il faut faire notre autocritique, sur 533 dossiers qu'on a disséqués avec Alexis Pérez et puis l'équipe de l'Union à la fin du Covid. On n'a jamais trouvé la mention du moindre score, du moindre SINS. Et ça, c'est un hommage à Guillaume Dutertre, qui est neurochirurgien, qui fait que de la chirurgie oncologique à Curie et qui envisageait d'agrafer le score de SINS sur le front de tous les internes de radio, parce qu'il prenait qu'il fallait que ces patients soient orientés avant même de voir un chirurgien, dès qu'il y avait une anomalie. Et ce n'est pas encore forcément rentré dans les mœurs en amont de notre prise en charge. Pourtant, on dépense un pognon de dingue dans le plan cancer. Par exemple, 2014-2019, c'était presque 2 milliards d'euros, en fait. Et il y avait toutes des vœux pieux, en fait, des objectifs qui étaient complètement dans l'acceptation de ce dont on parle aujourd'hui. Garantir à chaque malade que la proposition thérapeutique lui est faite a pu s'appuyer sur l'avis d'une RCP spécialisée lorsque la situation ou la complexité de sa prise en charge le justifie. Ok, mais encore une fois, on l'a vu, c'est pas facile à installer. Je serais très heureux d'entendre vos recettes pour que H24, un patient puisse avoir un avis polydisciplinaire. Je viens de dire des critiques sur l'oncologie et la radiothérapie, ça c'est juste, je me suis replongé. Alors, j'ai pris juste les datas des CEDRE parce que j'avais pas celle de l'Union, mais ça c'est le case mix des centaines de patients qui sont arrivés sur 8 ans dans la structure où je travaillais, puisque j'avais la chance de travailler dans une merveilleuse structure qui faisait de la chirurgie H24 avec de la chirurgie lourde, et ça c'est le case mix. Mais les chirurgiens doivent aussi s'introspecter. On était à l'époque 6, pour le même style de cancer qui arrive pour chaque chirurgien. Il y avait le chirurgien A, vous avez en bleu clair l'instrumentation, qui instrumentait, whatever instrumentation, 72% de ses patients. Puis vous avez le chirurgien F, qui moins de 10%. C'est-à-dire qu'il y a aussi une introspection à faire sur nous-mêmes. Parce qu'il est probable que le chirurgien A ait une grande foi dans le titane, mais il est probable aussi que le chirurgien F ait une grande foi dans la solidité d'une vertèbre métastatique et utilise la laminectomie de façon excessive, alors que le chirurgien A, instrumente peut-être ses patients, qui sait. Et donc il y a une vraie réflexion à faire, parce que si on veut communiquer sur les différents acteurs d'attitudes précises, si on veut s'appuyer sur une littérature, il faut aussi qu'on homogénise nos pratiques, comme on le demande à nos interlocuteurs. Ça a d'ailleurs été étudié, il y a un papier de là-haut récemment qui montre la variabilité, alors, à la fois intra-pays et inter-pays, des attitudes des chirurgiens vis-à-vis du traitement des métastases, et on se rend compte à quel point on s'attaque à un Everest d'habitudes, de non-respect de la littérature et de conservatisme chirurgical, comme dans toutes les disciplines. Il n'y a pas que dans l'oncologie, il y a aussi ça en dégénératif, vous le savez bien. Donc, pour finir, on fait face, en tant que praticien, à des chantiers multimodaux. Je n'ai aucune recette à donner à ta demande, Émeric, sur la place du chirurgien. C'est sûr qu'elle doit être plus présente, que ce n'est pas possible de laisser des RCP d'organes prendre des décisions sur des patients qui ont un symptôme rachidien ou une image rachidienne, même sans symptômes, sans qu'il y ait un avis chirurgical, maintenant par WhatsApp ou par n'importe quoi, même si c'est pour dire ok, on surveille, mais on ne peut pas laisser un patient sans idée. Certes, l'idéal est de disposer d'une RCP spécifique métastatique. Je serais heureux de savoir combien il y en a dans la salle, on pourrait faire ce sondage à la discussion, mais je ne pense pas que ce soit très fréquent. Des RCP déjà tumeur-osseuse, c'est déjà un avantage, c'est pas partout pareil, et le problème de l'urgence reste prégnant. Prévenir les retards en amont, c'est organiser les services, c'est essayer de ne pas avoir des IRM à 4 jours, de ne pas laisser des internes de premier semestre décider si c'est pertinent ou pas de faire une IRM, de ne pas faire une visite le vendredi après-midi et de se rendre compte que il y a plein de patients qui traînent, et comme on le voit souvent, expliquer peut-être aux internes d'oncologie qu'on peut servir d'un marteau réflexe et pas uniquement calculer la surface corporelle pour prescrire des chimiothérapies. Être attentif aux symptômes, mais ça le dire, c'est parfois politiquement incorrect, mais on ne sait plus examiner les malades. On est devenus des techniciens pour beaucoup, et même dans des disciplines cliniques.
Et puis, Émeric a soulevé un concept extrêmement intéressant, c'est l'auto-examen des patients, ça vient d'être publié récemment, et c'est peut-être une des clés, comme on l'a fait dans d'autres organes, comme le sein, pour définir des patterns à risque. Comment intégrer un avis chirurgical à une RCP d'organes? Le problème n'est pas résolu pour moi. Une RCP dédiée, ok, mais comment gérer les urgences? Communiquer en amont sur tous les acteurs de la filière et les payeurs pour la decision making, en particulier dans l'urgence, et puis former enfin les chirurgiens et uniformiser les pratiques pour que le patient accède à la bonne technique et non pas à la seule technique que maîtrise le type qu'il a en face de lui un vendredi soir. Je vous remercie.